Voyage en récit, Françoise Niry. Geoffroy Scrive. Françoise Néry, donc, à Brest ce soir, mais vous êtes par Mons et par Vaux, puisque vous m'avez dit que vous revenez du Canada, de Montréal en l'occurrence. Vous êtes professeur donc d'alto, un instrument dont on va parler au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon. Et de danse. Et de danse, j'allais ajouter de danse. Il y a 2 conservatoires de ce niveau-là en France, donc à Paris et à Lyon. Vous enseignez aussi au Conservatoire de rayonnement régional de Paris. Vous donnez des masterclass, c'est-à-dire des enseignements sur quelques jours pour des élèves déjà bien avancés dans la discipline, et dans plusieurs endroits en France. Vous avez fondé quelques instituts de ce genre, notamment à Hourtin, près de Bordeaux. Nous nous sommes croisés il y a quelques années à la ferme de Villefavard, qui est dans le Limousin, un très bel endroit pour une séance équivalente pendant une semaine, ponctuée notamment par un concert à la fin du stage, je me souviens. Toute cette vie, elle est consacrée à la musique et à la faire apprendre, à l'apprentissage auprès d'élèves. D'où vous vient cette, je vais dire plus que cette profession, cette passion? Alors, la passion pour la musique, c'est un peu mystérieux. D'où ça me vient, je ne saurais dire. C'est venu comme ça. Ça m'est tombé dessus à l'adolescence, on va dire. Et cette envie de faire ce métier, surtout, je pratiquais la musique comme beaucoup depuis petite à l'école de musique de Brest, d'où nous faisons cette interview. Donc pour moi, c'est un retour aux sources de venir ici. J'étais très émue de venir faire cette masterclass pour Quatuor à l'Ouest, pour le Festival Quatuor à l'Ouest, qui organise plusieurs masterclass ces derniers temps, une à Quimper, une à Rennes et la mienne à Brest. Brest étant mon conservatoire d'origine, donc j'étais très émue. Alors la passion pour la musique, voilà, bon, c'est un peu mystérieux. On tombe dedans. Et la passion pour l'enseignement, là par contre, c'est quelque chose que j'ai eu très tôt. J'ai tout de suite eu envie de transmettre. J'étais à l'orchestre de l'Opéra de Paris plus jeune, et c'est vrai qu'à un moment donné, j'enseignais déjà, et je faisais aussi beaucoup de choses, la musique de chambre, la musique contemporaine, enfin tout un parcours très varié. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai fait le choix d'arrêter l'orchestre pour faire seulement de l'enseignement et de la musique de chambre. La musique de chambre étant finalement le moyen d'expression dans la musique qui me convient le mieux, et l'enseignement étant un espace de liberté dans lequel on peut vraiment communiquer les valeurs auxquelles on tient à travers la musique. Voilà. Et quelle différence faites-vous entre vos 2 lieux d'enseignement principaux, si je puis dire, entre le CRR à Paris et le Conservatoire supérieur à Lyon? Il y a une différence entre les élèves, leur niveau, leur volonté, la façon d'apprendre, peut-être en âge aussi, enfin, qu'est-ce qui se démarque? Alors, déjà, au CRR de Paris, il y a deux structures. Enfin, je travaille dans 2 structures à Paris, le CRR de Paris et le Pôle Sup Paris-Boulogne. Donc, Pôle supérieur, c'est aussi une école supérieure, mais en France, il y a plusieurs écoles supérieures qui ne donnent que le diplôme de licence, enfin, qui valant licence, enfin, le grade de licence. Et par contre, au CNSM, dans les 2 CNSM, on délivre des masters. Donc c'est vrai qu'au CRR de Paris, j'ai parfois des jeunes un peu plus jeunes qui ne sont pas encore décidés à faire de cette voie leur métier, qui sont en hésitation, si je puis dire, qui cherchent à savoir s'ils veulent aller vers ça. Donc effectivement, ça permet de garder comment dire, un pied dans la formation de jeunes moins aguerris. Moi, j'aime bien garder ça. J'ai commencé là, j'ai commencé de tout en bas de l'échelle d'enseignement. J'ai commencé dans des écoles municipales et puis petit à petit Conservatoire national de région et puis maintenant finalement au CNSM de Lyon. Donc c'est vrai que je trouve important d'avoir cette expérience de la formation de plus jeunes. Ça nourrit aussi mon enseignement à d'autres qui veulent en faire leur profession. Et justement, comment devient-on, parce qu'il n'y a pas beaucoup de conservatoires supérieurs en France, comment peut-on accéder à ce niveau-là d'enseignement? Cela se fait-il par concours ou, enfin ça c'est l'aspect presque administratif si je puis dire, mais y a-t-il vraiment une volonté au départ ou est-ce que c'est plutôt, vous percevez ça comme une occasion, un cadeau qui vous est fait de pouvoir faire ça pendant plusieurs années, parce que ça fait quand même près de 10 ans maintenant que vous êtes enseignante à Lyon. Et d'ailleurs, autre question dans celle-ci, comment percevez-vous, quel est votre regard sur ces 10 années qui viennent de passer d'enseignement à Lyon?
Alors, les postes de professeurs dans les deux établissements supérieurs de musique de France, c'est-à-dire Paris et Lyon, se font sur concours. Donc, c'est un concours et on est nommé après par le ministère. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, avant d'être à Lyon, j'étais aussi assistante au CNSM de Paris, Oui. ce qui m'a déjà donné une grande expérience de ces établissements supérieurs. J'étais assistante de Bruno Pasquier, que je remercie au passage de la confiance qu'il m'a fait pendant toutes ces années, si jamais il m'entend. Et 10 ans, ces 10 ans, c'est passé très très vite. Les 10 ans à Lyon, là, c'est vraiment passé très très vite. C'est passionnant, c'est riche d'échanges, de rencontres. Il y a beaucoup d'échanges avec des professeurs étrangers, européens, canadiens, puisque, comme vous m'avez dit, je reviens du Canada. Et c'est vraiment extrêmement enrichissant. Tout le système Erasmus dans les établissements supérieurs, c'est extraordinaire de pouvoir faire profiter à des jeunes de ça, d'en profiter nous-mêmes. Un grand enrichissement, c'est trépidant, ça n'arrête jamais, c'est toujours une remise en question, mais c'est passionnant. Le temps n'est pas passé, j'ai pas vu passer le temps. Et alors, une simple question, mais pourquoi l'alto déjà? Quel est cet instrument? Donc on le répète, de taille intermédiaire entre le violon et le violoncelle, une octave au-dessus du violoncelle, dont on copie quand même pas mal le répertoire, une quinte en dessous du violon, dont on copie aussi par moments le répertoire. Toujours un peu le parent pauvre, souvent il est perçu comme tel. Mais vous, personnellement, pourquoi ce choix particulier? Alors, déjà, je n'ai fait que de l'alto. Je ne suis pas une violoniste qui est passée à l'alto. Mais pour moi, c'est un pur hasard. C'est-à-dire que très, très pragmatiquement, mes parents connaissaient la femme du professeur d'alto qui était à Brest, donc, puisque je viens de Brest. Et aussi, pragmatiquement, à l'époque, pour entrer dans les classes de violon, il fallait déjà avoir un petit niveau, c'est-à-dire avoir pris des cours particuliers avant, alors que pour l'alto, non. Donc c'est ça qui m'a dirigée vers l'alto au départ. Vous voyez, c'est pas une grande passion au départ qui m'a dirigée vers l'alto. Mais après, donc passé les échelons et j'ai lentement poussé à travers cet instrument, qui est un instrument finalement peut-être plus intime et plus qui est plus dans le lien, je dirais, que le violon. Enfin, parlons du violon, parce que j'aurais pu faire du violon, en fait, si mes parents avaient connu le professeur de violon. Et le violon est un instrument plus brillant, alors que l'alto, c'est l'instrument de l'intériorité, je trouve vraiment, de l'intériorité et de l'intimité. Et dans la musique de chambre, c'est toujours un, un passeur, c'est-à-dire qu'il fait du lien en principe dans l'orchestre ou dans le quatuor ou dans la musique de chambre en général. Et lorsqu'il est bien joué, il a une sorte de sonorité un peu granuleuse, rauque un peu, qui attrape l'oreille et qui est vraiment d'une expression tout à fait particulière. Pourtant, quand on vous voit soit donner cours, soit même en jouer, c'est assez amusant parce que, non, ça vous fait rire, mais je pensais à William Primrose et il incarne, vous savez, il faut être, pour jouer de cet instrument qui est quand même bien plus grand qu'un violon finalement, quand moi qui suis passé de l'un à l'autre, on a l'impression qu'il faut être grand, il faut avoir des bras et des doigts immenses, ce qui n'est pas votre cas. Donc comme quoi c'est un instrument qui peut convenir même enfin, à tous finalement, non? Alors, oui, c'est-à-dire qu'il vaut mieux quand même ne pas être tout petit quand même. C'est quand même un instrument assez lourd. C'est plus difficile, je pense, de maniement qu'un violon qui est plus petit, qui répond plus vite. Je sais plus, un de mes amis disait que peut-être le violon c'est comme une Ferrari et l'alto comme une deux chevaux, c'est-à-dire la réactivité est moins rapide et plus lente. Donc bon, il faut peut-être fournir plus d'efforts et c'est un instrument qui peut finir par causer des problèmes, pathologies. Il y a plein de personnes qui ont des problèmes, des bobos à cause de leurs instruments. Bon, Primrose, je crois, joue un tout petit alto, donc ça explique certaines facilités véloces qu'il pouvait avoir dessus. Mais bon, il y a des altistes qui jouent des instruments assez grands, qui ont quand même une grande vélocité. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à moi? Oui, ben, moi, en fait, je suis très souple. J'ai une petite main, mais avec de grands écarts. Et donc, c'est vrai que ça permet une relative habileté. Relative, je dis bien. Et au niveau de l'instrument, du choix de l'instrument, parce que souvent on entend le débat, instrument ancien, instrument moderne. Vous, déjà, quel est le vôtre? Alors, celui que je joue actuellement, c'est un français 19e. C'est un charotte du 19e siècle que j'aime beaucoup. En fait, avant, je jouais un italien du 19e siècle aussi, mais plus gros. Et la maturité arrivant, j'ai préféré prendre un instrument plus petit pour être plus à l'aise et pas éviter effectivement de forcer. Donc, alors la différence entre les instruments anciens, c'est peut-être une histoire de définition et de focus dans le son. C'est-à-dire que
Il y a il y a une magnifique lutherie actuellement, des jeunes luthiers extraordinaires qui cherchent en plus, qui cherchent à évoluer, qui sont passionnants, que j'apprécie beaucoup. J'ai du mal personnellement à trouver dans la lutherie moderne un instrument, un alto qui ait un focus de son qui me satisfasse. C'est-à-dire que je cherche pas une résonance forcément large, je cherche un son très centré. Vous voyez, comme en photo, quoi, très défini, un grain très défini. Et c'est vrai que pour le moment, dans tout ce que j'ai pu essayer, j'ai toujours préféré ça dans les instruments anciens. Mais je trouve que les jeunes luthiers font un travail remarquable et essayent, avec les interprètes, de toujours progresser, de toujours faire mieux. Donc, il y a une très belle école de lutherie actuelle. C'est une espérance. Oh, complètement. Bah, de toute façon, je vais vous dire, heureusement. Parce que sinon, ça serait peu de gens pourraient avoir accès à un instrument, vu les prix. Alors au niveau du répertoire maintenant, parce qu'on peut aller justement de la musique baroque, il y a tout un répertoire de musique de chambre, on est l'élément un peu liant entre les deux violons et puis le violoncelle. Vous, de votre côté, quel est le répertoire que vous appréciez le plus, le type de formation que vous appréciez le plus? Est-ce que vous préférez être en soliste, être en duo avec un piano, être en quatuor, ou même jouer au sein d'un opéra comme vous avez pu le faire? Enfin, qu'est-ce qui vous transcende le plus? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Ou alors, au niveau compositeur, quelle époque ou... Alors, au niveau compositeur, c'est vrai que, vous savez, moi, Bach, Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert, tout ça, pour moi, ça me comble. Mais j'aime évidemment aussi Bartok. Enfin, en fait, je ne peux pas répondre d'une manière très précise là-dessus. J'aime tout. J'aime tout quand c'est bien joué, quand c'est bien interprété. Je vais vous dire ça bêtement. Un grand chef m'enthousiasme autant sur la musique classique que sur la musique contemporaine. Bon, alors à l'alto, le répertoire de l'alto est devenu brillant et virtuose un peu après le 19e quand même. Enfin, c'était pas le 20e ayant permis beaucoup de créations. Donc, Vous pensez à une demi? je pense entre autres à une demi, puis après des compositeurs plus contemporains qui ont écrit des choses très belles pour l'alto. Donc ça, c'est pour le répertoire de soliste. Bon, évidemment, il y a quelques chefs-d'œuvre comme la symphonie concertante avant, puis Bach, on joue ses suites pour violoncelle, on joue ses sonates et partitas. Mais le répertoire le plus, comment dire, le plus passionnant peut-être se rapproche de nous, on va dire. Hein. Donc, par contre, évidemment, le quatuor, la musique de chambre, le quatuor avec piano, sonate aussi. Moi, j'adore tout ce répertoire-là intimiste de musique de chambre. L'idéal pour un altiste est peut-être le quatuor par l'immensité du répertoire et par la richesse et la profondeur des œuvres. Mais j'ai pas eu l'occasion de faire du quatuor sérieusement, c'est-à-dire à fond tout le temps. J'en ai fait ponctuellement. Bon, mon chemin a été comme ça, mais j'ai fait beaucoup de trios, j'ai fait beaucoup de... Voilà, j'aime beaucoup le répertoire classique quand même. Alors, sur le plan justement musical, parce que vous côtoyez depuis de longues années le milieu de l'enseignement, le milieu des jeunes qui arrivent et qui sortent de ces écoles que vous pouvez suivre, pour certains d'entre eux, dans leur carrière respective. Aujourd'hui en France, fort de ce regard que vous avez pu porter sur toutes ces années, comment percevez-vous le domaine de la culture, et en particulier celui de la culture musicale classique actuelle? Vous pensez à quoi? Sur le plan, comment le ressentent les jeunes musiciens qui vont vers ça, ou sur le plan institutionnel, sur le plan... À quoi vous pensez? Et bien sûr les deux, c'est-à-dire comment les jeunes qui arrivent par exemple, au supérieur appréhendent la sortie, et comment, vers quel type de poste ils vont avoir droit, ou tel type de concours vont-ils devoir être mangés pour accéder à quelque chose? Est-ce qu'ils se sentent accueillis? Est-ce qu'ils se sentent attendus? Ou est-ce qu'ils se sentent plutôt, il n'y a pas tellement de place pour nous, on va devoir aller voir à l'étranger? Et au contraire, au niveau politique même, quelle est la place gardée ou préservée de la culture aujourd'hui en France? Est-ce que c'est facile de pouvoir trouver un orchestre dans lequel on veut jouer? Est-ce que c'est facile de pouvoir même constituer un quatuor entre amis pour se lancer? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que les contours de ce métier ont beaucoup changé. Par rapport à l'époque où moi je me suis lancée dans ce métier, c'est sûr qu'il y avait peut-être plus de débouchés, certains assuraient facile. Mais je trouve que les jeunes musiciens actuellement sont peut-être mieux formés, ils sont
plus multifacettes, si je puis dire. C'est-à-dire, ils sont plus ouverts à faire des choses différentes. Disons quand j'étais jeune, c'était l'orchestre ou bien musique de chambre. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire des projets, qui se lancent qui sont très créatifs, en fait. Donc, que dire là-dessus? Sur le fait qu'il y a moins de travail qu'avant, en France, c'est sûr. C'est-à-dire, on a beaucoup développé les lieux de formation. On n'a pas tellement développer les orchestres fixes, si je puis dire. Il y a bien sûr beaucoup d'orchestres freelance, entre guillemets, des orchestres qui ne sont pas nationaux, qui sont rémunérés au projet, si je puis dire. Donc ça s'est beaucoup développé, et dans beaucoup de styles de musique, aussi bien en musique contemporaine qu'en musique baroque. Le danger de ça, alors ça fait des choses très dynamiques en général, parce que tout le monde est à fond dans le projet. Le danger de ça, c'est une relative précarisation, c'est-à-dire qu'une relative dépendance des musiciens, que moi je vois avec un peu d'inquiétude, et aussi ce que je vois avec un petit peu d'inquiétude, c'est la précarisation de toute la chaîne de l'enseignement en France, qui inquiète beaucoup de musiciens d'ailleurs. Beaucoup de musiciens sont très inquiets de ça. Le système a été pensé d'une certaine façon à une certaine époque, par exemple par Landowski, quand il a créé tous les CRR, toutes ces choses-là, les orchestres nationaux, tout, ça a été pensé là. Et là, actuellement, c'est un tout petit peu, la tendance est un tout petit peu ça se détricote, on a l'impression. Enfin, c'est une impression, elle est peut-être fausse, mais disons que beaucoup de musiciens craignent une précarisation de leur métier. Moi, je suis toujours optimiste, donc je pense qu'il y a une jeunesse très très créative et très énergique qui arrive et qui va trouver les moyens de rebondir et de faire vivre cet art, qui vont trouver le moyen de rebondir pour faire que ce métier reste un métier reconnu. En dehors de ce domaine de la musique, d'apparence, c'est quelque chose qui prend tout votre temps, mais reste-t-il du temps pour autre chose? Pour une passion, pour... où est-ce que... Fin de la question. Où est-ce que la musique, en vous occupant pleinement, justement, se suffit à elle-même pour vous combler? Alors, comment répondre? Je dirais que, en fait, c'est pas un métier pour moi, c'est ma vie. D'accord? C'est donc, je considère pas que c'est un métier, c'est ma vie. Donc, vous dire que j'y pense jour et nuit, non, bien sûr. Et moi, je pense à autre chose. Où j'aime ne rien faire, buller, voilà, ça suit comme tout le monde. Mais alors, j'aime beaucoup lire, je lis beaucoup. Qu'est-ce que j'aime faire? Oui, j'aime beaucoup me promener. Enfin, je suis comme tout le monde, j'ai beaucoup de petits hobbies comme ça. Mais c'est vrai que ce qui me mène, c'est quand même la musique. Vous parlez de lecture, nous sommes d'habitude dans Voyage en récit sur RCF, dans une émission de lecture. Quelles sont vos lectures, justement? Quel type, quels auteurs lisez-vous? Quelle époque? Eh bien, très récemment, je lis beaucoup de choses un peu. Alors, je vais vous dire, je viens de lire un livre qui s'appelle Zeugma de Waknin, qui est un rabbin, et je lis beaucoup de choses comme ça en ce moment. Mais j'ai des périodes. À une époque, je lisais les romans italiens du XXe siècle. J'ai des périodes. Donc là, je suis un peu dans ces choses un peu spirituelles. Je lis beaucoup tous azimuts. Sur le bouddhisme, sur le taoïsme, voilà. Et Zeugma? Alors Zeugma, c'est le langage, hein, ça c'est une figure de style. Alors ça parle de ça, des ponts, des liens entre les gens, dans le langage, par le langage. Enfin, c'est un peu compliqué de vous résumer ça comme ça, mais ça parle de ça. Encore une fois, nous sommes sur le lien, vous avez prononcé le mot, on retrouve le lien dans le quatuor. Parlons du domaine associatif, parce que je sais que vous faites partie de différentes... vous avez fondé quelques... Enfin, je ne sais pas si on peut parler du terme associatif, mais à Sanary-sur-Mer, vous avez fondé on appelle ça une association, un institut? Non, c'est une association. Ah oui, alors donc, ça faisait longtemps. En fait, en tant que musicienne, moi j'ai été personnellement jusqu'à assez peu de temps, pendant très longtemps, j'étais une consommatrice, c'est-à-dire on m'appelait, j'avais du travail qui tombait toute seule. Et un jour, je décidais de passer le pas, j'ai eu envie d'être une organisatrice, c'est-à-dire de concevoir quelque chose à mon image qui me corresponde et musicalement et humainement. Enfin, artistiquement et humainement. Et donc, je suis à l'origine de la création de cette association qui s'appelle l'association Fractal, à Sanary-sur-Mer, qui fait travailler de jeunes musiciens. En fait, j'ai rejoint mes deux passions, c'est-à-dire l'enseignement et la musique de chambre. Donc, des jeunes musiciens issus des écoles supérieures de musique européennes,
qui est entouré par quelques professionnels reconnus, mais pas dans un stage, c'est pas des stages, ce sont des concerts, tout le monde est rémunéré. Justement, je trouvais important que tout le monde soit rémunéré, jeune ou pas jeune. Et qu'est-ce que je pourrais dire ça? Oui, ça réunit mes deux passions, l'enseignement et la musique de chambre. Et donc, ça se passe l'été? Oui, ça se passe l'été, mais un petit peu aussi pendant l'année. On égrène un peu des choses pendant l'année pour que le projet s'ancre vraiment sur le territoire. Et ensuite, vous vous retrouvez, j'imagine, à Sanaré-sur-Mer. Et comment ça se passe là-bas? Vous Ben, en avez fait, des locaux, vous avez un ouais, concert à la fin? en fait, on a plein de concerts. C'est pas un concert à la fin, c'est une semaine avec plein de concerts. Des concerts, quelques concerts enfin, sérieux, entre guillemets, un peu habituels, dans un lieu fermé. Et beaucoup d'animations dans la ville. C'est-à-dire, le concept, c'est la musique classique. Un peu comme le rap, partout, n'importe quand, sous tous les temps, sous tous les vents, devant tous les publics. C'est un petit peu ça le concept de base. Un peu pour désacraliser évidemment la musique classique, pour le public, mais aussi pour les jeunes musiciens. C'est-à-dire qu'ils soient capables de jouer dans toutes les conditions, n'importe quand, que la musique devienne non pas quelque chose de compliqué que l'on redoute quand on va sur scène, mais quelque chose, un langage simplement. On discute, on est dans la rue, on discute, on joue, comme le font certains autodidactes. Donc c'est pas facile, surtout pour des musiciens classiques qui sont pas éduqués à ça, mais c'est très formateur en fait. Donc, ils jouent dans la rue. Il faut, oui, voilà, et sur des placettes, des endroits un peu insolites, enfin insolites ou juste sur des placettes, et en duo, trio, quatuor. Du coup, là, il y a une part de prise de risque, si je puis dire. On se met un peu en danger pour se dépasser nous-mêmes, pour se confronter à un public qui est immédiat et qui n'a pas Ouais. forcément demandé à être là. Oui. Comment sont-ils perçus au niveau du public et comment eux-mêmes se perçoivent-ils à jouer comme ça, ainsi, dans un cadre qui défie un peu ce dont ils ont l'habitude, c'est-à-dire une scène, un spectacle, un théâtre? Mm. Alors, le public, en fait, ce qui m'a encouragé à continuer après la première année d'essai, c'est qu'on a fait comme ça une animation auprès de bistrotiers, enfin, voilà. Et c'est vrai que pendant l'été, à Sanary, il y avait beaucoup de variétés, de la bonne variété, enfin, il y avait beaucoup de variétés, pas de classiques, ou très peu. Et c'est vrai que ce qui m'a encouragé, c'est que donc, après avoir écouté, je crois, une Passacaille de Handel Alvorsen, pas pour violon et alto, un des serveurs d'un des restaurants qui était à côté est venu me trouver, me dire oh, c'est génial ce que vous faites, ça nous change, c'est extraordinaire cette énergie, c'est jeune, c'est beau. Enfin, quelqu'un qui connaissait pas. Et en fait c'est ça, c'est-à-dire que les gens souvent ne vont pas vers la musique classique parce qu'ils pensent que ça n'est pas pour eux. Mais j'ai souvent l'habitude de dire que c'est pas du tout sélectif, enfin c'est pas du tout élitiste, pardon, la musique classique. Il suffit de se laisser aller, d'y aller avec sa sensibilité et de se laisser, enfin, de lâcher prise, quoi, d'oublier tout. Et n'importe qui peut être touché par de la musique classique. Il faut pas être savant pour comprendre la musique classique. C'est juste une histoire de sensibilité. Revenons sur les enregistrements, parce que c'est un autre domaine qu'on n'a pas tellement abordé. Mmh. Vous avez produit quelques enregistrements qu'on peut trouver aujourd'hui sur CD-ROM, notamment les 6 suites pour violoncelle de Bach, donc transcrites pour l'alto. Comment percevez-vous cet exercice? Est-ce que c'est quelque chose derrière lequel vous courez, si je puis dire, ou est-ce que c'était plutôt une proposition qui vous est faite et vous vous êtes dit, tiens, pourquoi pas, j'ai envie de... Est-ce que c'est aussi l'occasion de se consacrer très sérieusement pour l'approfondir à une œuvre et de mieux la découvrir? Oui, alors c'est certain que sur le plan artistique, c'est une occasion d'approfondir quelque chose, vraiment, d'aller au fond de quelque chose. Moi, ça m'a beaucoup apporté personnellement de faire ça. J'ai enregistré les 6/8 et puis j'ai aussi les sonates de Brahms et sonates de Schumann transcrites à l'alto. Donc, ça m'a énormément apporté au niveau de l'exigence, parce que le micro, ça pardonne pas. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, est-ce que je cours après? Non, maintenant, je ne cours plus du tout après, parce que je pense que c'est une affaire de marchandisation essentiellement actuellement, et puis avec YouTube et tout ça, on peut se retrouver. Bref, je trouve que ça ne sert plus ça ne sert plus à grand chose en soi. Et puis, je privilégie maintenant le concert vivant, c'est-à-dire que c'est ce que je me dis, c'est voilà, je pense que la musique classique a besoin de concerts vivants. D'abord, maintenant, les disques, c'est rarement fait en live, hein, c'est souvent extrêmement retouché, retravaillé, découpé. Enfin, j'imagine que vous le savez. Est-ce qu'on peut pas le regretter, ça? Ah ben, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Ah oui, alors les disques, des disques live, peut-être, la technologie permet ça, mais la technologie parfois éloigne de ce qu'est la réalité. Donc moi, non, personnellement, je suis plus du tout à courir après ça.
on était obligé en tant qu'artiste, si on voulait se produire un peu, c'est une carte de visite, un CD, donc bon. Alors évidemment, si on se retrouve dans une major, dans une maison de disques extraordinaire et que ça se fait tout seul, très très bien. Mais si ça n'est pas le cas, je trouve que c'est mieux de privilégier le concert vivant et d'aller au contact des gens pour essayer de ramener un public un peu plus jeune dans nos concerts. Alors justement, est-ce que ce n'est pas une réponse à cette production de CD-ROM qui veulent à tout prix une musique aseptisée, si je puis dire? Enfin, je sais pas, à mon niveau, par exemple, quand j'entends, je sais pas, je préfère aujourd'hui écouter, je sais pas, mettons le concerto de Beethoven pour violon dans un enregistrement de concert, même si j'entends quelqu'un éternuer ou je sais pas, un bruit qui n'avait rien à faire là, et je trouve ça plus vivant que quelque chose qui aura été une copie parfaite, point de vue sonore, d'une partition, sans aucun bruit, reprise plusieurs fois pour tel ou tel passage qui doit être pris absolument à tel tempo, etc. Est-ce qu'il n'y a pas justement est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans cette aseptisation, comme le montre un peu un Jacques Tati dans un film de Mon oncle, avec une vie tout à fait carrée, ordonnée, propre? Et est-ce que finalement on n'a pas besoin justement de ces concerts plus vivants dont vous parlez? Est-ce que c'est pas une réponse finalement à ça? Alors je vais vous dire, pour moi, oui, moi je suis peut-être pas dans l'air du temps, hein. Effectivement, je préfère. En avance même. Oui, alors je vais vous dire, c'est le même problème que les légumes bio ou les légumes tout propres et tout ronds. C'est exactement le même problème. Donc actuellement, on parle de ça beaucoup, en ce qui concerne les légumes en tout cas, mais je trouve qu'en musique c'est un peu pareil, c'est-à-dire que la perfection, sur une scène de concert, ça arrive rarement, et ce qui est important c'est l'émotion. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à préférer les anciennes versions aux versions actuelles, j'ai tendance à préférer les anciens sons aux sons actuels. Mais bon, peut-être que je suis plus dans le coup, hein. C'est possible. À qui pensez-vous en ce moment en disant ça, les sons anciens? Y a-t-il un altiste, un violoniste, un musicien dont vous aviez la prédilection? Oui, alors je pense alors dans les violonistes plus particulièrement des Oistrakh, Ferras, Francescatti, on en parlait, des sons. Mais je pense que c'était aussi la façon d'enregistrer, puis c'est peut-être le son aussi analogique, numérique. Enfin, il y a peut-être tout ça qui a changé des choses. Je suis pas spécialiste, donc je m'avance. C'est un peu instinctif là tout ce que je vous dis. Voilà, je préférais peut-être ces sons-là. Est-ce que ça rejoint pas un peu la pensée je revois cette vidéo où Michael Mann était interviewé, il lui-même disait que certes, ce qu'ils avaient pu jouer et enregistrer n'était pas sans erreur, parfois, mais ça témoignait d'une certaine liberté peut-être, une certaine personnalisation de la partition qu'ils avaient devant eux, parce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes eu d'enregistrement. Ils voyaient une partition, et du coup, le premier son qu'ils en tiraient, c'était le leur. Donc ils étaient obligés de s'impliquer dedans. Ils disaient, tiens, je vais jouer ça comme ça parce que ça sort de moi. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas un excès justement de cette prise de... Alors, j'aurais pas de réponse affirmative, je veux pas affirmer de choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut, en musique classique, je trouve, on a peut-être eu une tendance effectivement, c'est tellement difficile à construire un musicien classique. Le geste technique est tellement difficile que ça a pu, par moments, enfermer la créativité, on va dire. Je ne sais pas si je m'exprime très bien. Alors, c'est sûr que peut-être la création peut aider à sortir de ça. D'ailleurs, je remarque avec mes étudiants, certains qui ont des problèmes, qui sont un peu coincés quand ils abordent une création contemporaine, d'un seul coup, ça les libère. Ça arrive assez souvent. Donc, la création peut aider à sortir de ça. Et puis, ça, ce que je vous dis, de se sortir de ce carcan, c'est-à-dire ce que j'essaye de faire, je vous dis, c'est de donner une liberté. On peut jouer, même si c'est pas parfait, et on peut communiquer quelque chose. C'est un langage avant tout, hein. C'est pas juste des notes. Donc c'est une note plutôt d'espérance. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite du coup une belle suite de voyages pour demain, pour repartir sous d'autres cieux. Merci beaucoup.